Alors, donc, dans l'heure qui vient, je vais vous parler d'un épisode d'Histoire des sciences que j'ai choisi pour la raison suivante. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la façon dont on peut raconter une histoire des sciences et essayer d'en profiter pour vous montrer qu'un épisode d'Histoire des sciences, ça peut faire intervenir, mais vraiment tout un tas d'interlocuteurs différents, de points de vue différents. Là, j'ai choisi de vous parler de la grande éclipse de 1878. Donc, c'est une éclipse de soleil qui a eu lieu aux États-Unis. Je vais vous en parler tout de suite après. Et il se trouve que cette éclipse, de par les gens qui étaient présents, de par les enjeux scientifiques qui étaient aussi présents pour l'observation de cette éclipse, eh ben, on va voir défiler un certain nombre de personnes et de concepts, et dont certains seront peut-être un petit peu inattendus pour vous. Bon. Alors, d'abord, pour commencer, donc je vous rappelle ce qu'est une éclipse, on aura un petit peu besoin de ça. Donc une éclipse, c'est une éclipse de soleil, c'est ce qui se passe quand la Lune s'interpose entre la Terre et le Soleil, et donc du coup la Lune masque partiellement ou totalement le Soleil. C'est ça, une éclipse de Soleil. Et j'en profite ici, je vais le faire à 2 ou 3 occasions, pas systématiquement non plus, mais pour vous parler un tout petit peu de science, et pas que d'histoire des sciences, vous parler des échelles de tout ça. Ce genre de dessin, on le voit assez souvent d'une manière ou d'une autre, mais avec en gros les tailles qui sont ici. On voit que le Soleil est plus gros que la Terre, qui est lui-même plus gros que la Lune, etc. Bon, et on a certaines distances. Si je voulais dessiner ça à l'échelle, je serais un petit peu embêté. Donc je vous ai mis ici les vrais nombres qui sont le rayon de la Lune, le rayon du Soleil, le rayon de la Terre et la distance Soleil-Lune. Et j'ai indiqué ici à titre indicatif le rapport entre ces rayons et le rayon du Soleil. Donc la Lune, c'est 1/400e du rayon du Soleil, la Terre, c'est 1/100e, et la distance Terre-Lune, c'est 200 fois le rayon du Soleil. Donc il faudrait, ici, entre le Soleil et la Terre, j'ai mis Soleil-Lune, mais Soleil-Terre, hein, c'est à peu près pareil vu les distances, on peut mettre 200 fois le Soleil comme ça avant d'arriver à l'ensemble Terre-Lune, d'une part. Et si on veut le faire devant des enfants, on peut que ça arrive qu'on puisse, même devant des adultes, en fait, ça marche aussi. Si on veut faire une sorte de maquette à l'échelle, on peut se dire, ben voilà, le Soleil, ça va être une boule de 4 cm de diamètre, c'est une grosse orange. En gros, voilà, le Soleil est une grosse orange. Si je veux mettre tout à l'échelle, la Terre aura pour rayon un demi-millimètre, c'est un grain de sable, et la Lune, un dixième de millimètre. Donc c'est un très petit, c'est une poussière, en fait. Donc voilà les choses à mettre en place. Le Soleil, qui est l'orange, la Terre qui est un petit grain de sable, du coup, un demi-millimètre, c'est un petit grain de sable, et puis la Lune qui est une poussière. Et la distance Soleil-Lune à cette échelle serait, ou Soleil-Terre, serait de 8,60 m, presque 9 mètres. Donc il faudrait, là c'est la pièce en fait. Moi je mets le Soleil qui est une orange ici, et la Terre qui est un grain de sable, elle est à l'autre bout de la pièce. C'est ça, les échelles. Et pour le dire un petit peu autrement, là j'ai tracé le Soleil, ça représente le Soleil. La distance qui est ici représente effectivement à l'échelle, du coup, la distance Terre-Soleil. Et la taille de la Terre, ça serait le quart de l'épaisseur du trait qui est ici. Si on voulait le faire aussi de manière à l'échelle. Bon. Voilà, donc c'est des systèmes qui sont des proportions assez difficiles à imaginer en fait. Bon, bref. Quand on s'intéresse à savoir si effectivement une éclipse peut se produire, il faut se poser la question suivante. On a le Soleil qui émet de la lumière, la Lune qui cache le Soleil, et si on veut que la Lune masque complètement le Soleil, il faut qu'on soit dans le cône qui est ici. Là. Si on est à l'extérieur du cône, on voit un bout du Soleil. Donc ce qu'on appelle les éclipses totales, elles ont lieu ici, là, à l'intérieur, et donc il faut que la Terre, elle soit suffisamment proche de la Lune pour être dans le cône. Il se trouve que, et ça c'est vraiment une coïncidence numérique qui n'a pas de cause profonde, mais il se trouve que la taille du cône qui est ici, on le calcule, ça ne dépend pas du tout de la position de la Terre, ça dépend uniquement de la géométrie du système Soleil-Lune. La taille qui est ici, en fait, elle est du même ordre de grandeur que la distance Terre-Lune. Et comme la trajectoire de la Lune autour de la Terre n'est pas exactement circulaire, c'est elliptique, de temps en temps la Lune est plus près ou plus loin du Soleil, et du coup, ça veut dire que par moment, la Terre se trouve en dehors du cône, donc on ne voit pas d'éclipse. À certains moments, elle est à l'intérieur du cône, et on pourra voir l'éclipse. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas des éclipses systématiquement non plus à intervalles réguliers, il y a cet aspect qui vient jouer. Bon. Voilà, je me suis fait plaisir, j'espère que vous aussi. On peut en tout cas, en ayant connaissance de la trajectoire de la Terre autour du Soleil et de la Lune autour de la Terre, prévoir les éclipses.
et aussi déterminer celles qui ont eu lieu dans le passé. Et on peut par exemple déterminer cette carte ici qui vous montre sur l'Amérique du Nord les éclipses qui ont eu lieu entre 1850 et 1900. Notre histoire ici va être centrée sur l'année 1878, qui est exactement en plein milieu de cette gamme de dates. Et, alors vous êtes un petit peu loin, vous ne voyez pas forcément très bien, mais tout ça, ça représente, chaque bande ici représente ce qu'on appelle la bande de totalité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est présent sur cette bande-là verra une éclipse de soleil totale. La Lune masquera complètement le soleil. Donc il y en a assez souvent finalement, ici 1880, 1889, 1857, et celle dont je vais vous parler ici, c'est essentiellement celle-là, en 1878, le 29 juillet 1878, il y a une éclipse comme ça qui a traversé les États-Unis, là, c'est pas l'Amérique du Nord, c'est même les États-Unis, et je vais vous parler donc de l'observation de l'éclipse qui est ici. Alors, pardon, je dis ça et je commence par vous montrer celle de 1869. Donc ça, c'est juste pour vous mentionner que la ressource existe. Alors je reviens là. En 1869, c'est celle qui est ici. Là. Ça, c'est aussi une éclipse qui a été importante. Et je vous la mentionne ici sur le transparent qui est là pour vous dire que si ça vous intéresse d'aller transposer certaines choses que je vais vous dire aujourd'hui à l'éclipse d'avant, et voir les différences aussi, ce qui était différent entre celle de 69 et celle de 78, j'ai mis cet article-là de Physics Today, l'article lui-même date de 2019, je l'ai mis sur Moodle, vous pourrez aller voir, ça doit faire 7-8 pages, un truc comme ça, et il est entièrement consacré à l'éclipse de 1869 aux États-Unis. Donc son intérêt, il est intéressant en soi, mais c'est aussi, il y a des choses que je vais vous dire qui vous montreront comment les choses ont pu évoluer entre 1869 et 1878. Celle dont je vais vous parler moi aujourd'hui, c'est celle de 1878, donc, et un ouvrage incontournable sur le sujet, c'est vraiment celui-là, American Eclipse de David Barron. Donc, il n'a pas été traduit en français à ma connaissance. Il est extrêmement lisible, l'anglais se lit vraiment très bien. Et donc l'auteur ici s'est intéressé à cette éclipse, à plusieurs de ces aspects, et vous allez retrouver dans ce que je vais dire aujourd'hui plusieurs choses qui sont dans le livre. Ce n'était pas ma seule source, mais c'était un point de départ, c'est un point de départ vraiment précieux pour mettre l'histoire ensemble, on va dire. Alors, on va parler d'un événement, tout d'abord un événement astronomique, qui est que la Lune masque le Soleil sur la bande qui est ici. Alors c'est pas tout d'un coup, l'ombre est en train de passer ici, donc elle est là, puis là, puis là. La totalité vraiment la plus complète, c'est ici. Donc là, c'est vraiment le point qui est ici, c'est le point où la Lune le centre de la Lune est exactement sur le centre du Soleil. Voilà. Et quand on s'écarte un petit peu géographiquement, on voit ce système un peu sur le côté, de plus en plus sur le côté. Donc ça s'en écarte pour finir éventuellement, quand on sort de la bande, à ne plus voir la Lune complètement masquer le Soleil. Et quand on avance ici, donc l'ombre avance ici, elle devient de moins en moins large, et la durée de l'éclipse est aussi de plus en plus courte. La durée typique, c'est quelques minutes. Voilà. Celle dont je vais parler ici, c'était 7 minutes. Ça peut être beaucoup plus court, ça peut être un peu plus long aussi. Les plus longues doivent durer un peu plus de 10 minutes. Et première petite excursion à côté de l'astronomie pour vous expliquer pourquoi cette éclipse est intéressante. Ce que je vous montre ici, c'est la ligne de chemin de fer aux États-Unis, l'état de la ligne de chemin de fer dans ces années-là, vers 1870. Alors pour ceux qui ont regardé la série Hell on Wheels, ou les autres vous la regarderez, donc il y a eu dans ces années-là une guerre des compagnies de trains pour mettre en place le réseau ferroviaire. Il y avait tout un tas de compagnies qui chacune construisaient des petits bouts pour aller de là à là. Et il est arrivé en 1869 une jonction, ici, entre deux compagnies, celle qui est ici, la Union Pacific, pardon, la Union Pacific c'est celle-là, et la Central Pacific qui est là. Et cette jonction dont marque le moment 1869 où les gens peuvent aller de là à là en train. Voilà. Avant, ici, il fallait sortir, aller avec la diligence et puis aller là, etc. Bon. Là, 1869, c'est la date donc, de la jonction. Si on va un peu plus loin aux années dont on parle ici, l'année 1878, le réseau a aussi été étendu par là. Et donc, au moment où je vous parle, là, le moment qui nous intéresse aujourd'hui, 1878, on a un train qui traverse le pays.
Donc ça va être important parce que on va voir que pour observer une éclipse, il faut se déplacer, il faut aller sur la bande dont j'ai parlé, et si on n'a pas de transport pour y aller, on ne peut pas. Donc avant cette période-là, en fait, beaucoup d'éclipses ont simplement été très peu vues, très peu observées, parce que les gens n'avaient pas les moyens matériels pour y aller facilement. Alors, on va mettre facilement entre guillemets, c'était pas facile à l'époque encore de voyager, mais c'était en tout cas envisageable pour des scientifiques. Alors ça, je l'ai mis sur un autre, j'ai remis sur le graphique de tout à l'heure là. Ça, donc, c'est en gros, schématiquement, le réseau ferroviaire à cette époque-là. Ça, c'est la bande de totalité. L'histoire que je vais vous raconter, elle se passe là. Sans surprise, parce que c'est là où c'est le plus facile d'aller. Alors, en toute rigueur, il y a des gens qui observent ici. Il y en a aussi quelques-uns qui sont là, parce que voilà, ils sont plus près du sud. Il fait plus beau, il y a des crocodiles, c'est rigolo. Mais bon, essentiellement, c'est quand même là que se concentre l'histoire dont je vais vous parler. Je vais essayer maintenant de vous mettre un peu dans l'ambiance. On ne va pas faire que ça, mais vous mettre dans l'ambiance de ce que c'est ces années-là. C'est le Far West, on est en train de parler du Far West, hein, c'est ça. Et il y a des images assez contradictoires d'une certaine manière. Ça peut être étonnant. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, ça, c'est des bonhommes. Hein. Donc ça, c'est la construction du chemin de fer, donc un pont qui passe au-dessus d'un canyon pour un chemin de fer. C'est, voilà, vers 1869, on est capable de faire ce genre d'ouvrage. Hein. Quelques années plus tard, on fera la Tour Eiffel. Enfin, on est quand même dans ces périodes-là où construire des gros bâtiments, des grosses structures, c'est pas complètement inenvisageable. À l'époque, voyager aux États-Unis, c'est pas quelque chose de simple. Il y a encore des batailles, des guerres, voilà. Et là, je vais vous parler du général Custer en quelques minutes. Général Custer, il est connu pour avoir mené un certain nombre de guerres entre Américains, mais aussi contre les Indiens. Et à la bataille de Little Big Horn, donc, il se fait tuer, ainsi que 280 de ses compatriotes. Les gens étalés avec des scalps. Chacun son scalp à côté. Une scène on a envie de la qualifier de sauvage. Ce n'est pas un jugement du tout sur qui que ce soit, mais la scène en elle-même, elle est effectivement assez sauvage. Et elle a marqué les esprits, en tout cas, les esprits des colons, du coup, des colons américains. Ça, c'est la bataille de Little Big Horn, c'est 1876. 2 ans avant l'épisode dont je vais vous parler. Et géographiquement, ça se situe là. Le Wyoming, l'État dans lequel on va voyager aujourd'hui, il est là, c'est juste au-dessus. C'est pas loin, hein. Enfin, autant vous dire que, voilà, aller ici pour observer une éclipse, c'est aussi se mettre un petit peu en danger de ce point de vue-là. Et c'est aussi ça. Donc là, c'est au Texas, mais parce que je n'ai pas trouvé de photos vraiment de cette année-là, 1878, des villes qui sont dans le Wyoming, mais c'est un peu le même état partout. Donc voilà une ville du Texas, du coup, en 1878. Bon, on a tous vu des westerns, hein. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Donc une ville, c'est une très grande route très large, avec quelques petits cabanons ici. Ça serait au bord du lac d'Annecy, c'est les stands de frites, quoi. Hein. Voilà, bon. Donc, ça, c'est une ville du Texas. Vous avez le saloon qui est là-bas. Si jamais vous y allez, je pense qu'il faut commencer par là, en fait. Et enfin, là, une photo qui est prise dans le Wyoming, la ville qui s'appelle Separation, parce que c'est l'endroit où les colons, effectivement, ils allaient tous là, puis après, ils allaient chacun de leur côté, parce qu'ils n'avaient pas la même idée de où est-ce qu'ils allaient trouver leur bonheur. Et la photo qui est ici, donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais elle représente essentiellement un groupe de gens qui sont venus pour observer l'éclipse pour des raisons scientifiques. Voilà, on voit très clairement quelques télescopes ici. Il y a des gens ici, vous connaissez leur nom, même si vous ne le savez pas encore, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est vraiment à l'endroit où je vais raconter l'histoire, à l'époque où je vais raconter l'histoire. Alors, je suis en train de vous dire que des gens se sont déplacés en 1878 pour voir une éclipse. Pourquoi ? Donc les buts, à l'époque, pour observer les éclipses, ils sont multiples, mais ils tournent tous autour d'un même but, c'est d'observer ce qui est proche du Soleil, parce qu'à ce moment-là, quand la Lune cache le disque du Soleil, le disque lumineux, tout ce qui est autour, qui d'habitude est caché, parce qu'on est ébloui par le Soleil, et par la brillance de l'atmosphère aussi, hein, l'atmosphère autour diffuse de la lumière, donc ça rend aussi impossible de voir ce qui est proche du Soleil, là c'est caché, et on arrive à voir des choses, donc là c'est ce qu'on appellera... Enfin, même déjà à l'époque, la couronne solaire, la photo qui est ici, elle est moderne, hein, ce n'est pas du tout une photo d'époque, mais voilà, quand le Soleil masque la Lune, on voit la couronne solaire ici, donc les éclipses, c'est un moment pour observer
cet objet-là qui entoure le Soleil. Les comètes, il y a beaucoup de comètes proches du Soleil et en plein jour, on ne les voit juste pas. Hein. Donc, et la nuit, le Soleil, il est à l'autre bout de la Terre. Donc, observer ce qui est proche du Soleil, on ne peut juste pas, en fait. Faire de l'astronomie, des trucs proches du Soleil, à part les éclipses, on ne peut pas. Bon, voilà, donc l'éclipse, c'est un moment. Planète avec un point d'interrogation, je vais en parler tout à l'heure. Il y avait des raisons de penser à cette époque-là qu'il y avait une planète qui était plus proche que Mercure et qui tournait autour du Soleil. On l'a même découverte, je vous en parlerai tout à l'heure. Et les étoiles, c'est aussi un moment où on peut voir les étoiles en plein jour. Donc si on veut observer des étoiles qui sont proches du Soleil, à ce moment-là, vraiment de la journée et de l'année, c'est la seule occasion, c'est effectivement d'attendre une éclipse. Ça jouera un rôle dans une autre éclipse dont j'espère avoir le temps de vous parler à la fin. Il y a une éclipse en 1919 dont l'observation des étoiles autour, la phrase n'est pas française mais vous l'avez reconstruite, a permis de valider la théorie de la relativité générale. Les étoiles ne sont pas tout à fait à l'endroit où elles devraient être, donc on les photographie à un moment où il n'y a pas l'éclipse, puis à un moment où il y a l'éclipse, et au moment où il y a l'éclipse, elles se trouvent à un endroit différent. Bon. J'espère avoir le temps d'en parler tout à l'heure. Et les outils pour faire ça, donc quand on veut observer le ciel, on a des télescopes, certes, mais il faut les équiper avec des choses, alors ou bien son œil, on regarde à l'œil. À l'époque, c'est aussi le moment où apparaît l'astronomie photographique. On commence à faire des photos du ciel. Ce qui est vraiment pas évident du tout. Enfin, aujourd'hui, on est complètement habitué, on n'a même pas l'idée qu'un astronome, ça puisse avoir l'œil sur l'oculaire. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, aujourd'hui, les astronomes ne mettent jamais l'œil sur l'oculaire. Les télescopes modernes, il n'y a pas d'oculaire où mettre l'œil, en fait. Il n'y a pas. Pas un endroit où on peut faire ça, quoi. Bon. À l'époque, effectivement, c'est comme ça que ça marchait. Et la photographie, une des questions qui se posait à l'époque, c'était précisément, est-ce que les photographies sont un moyen dont on peut faire confiance dans la photographie pour prendre des clichés et pour garder la trace de ce qui s'est passé dans le ciel. Ça pose des questions d'ordre technique, est-ce qu'on peut le faire, et des questions aussi un peu plus presque philosophiques, c'est-à-dire est-ce qu'on capte, c'est effectivement ce qui se trouve dans le ciel, est-ce que la photographie c'est vraiment un vrai moyen objectif de capturer ce qui se passe dans le ciel. C'était pas du tout ça, c'est une question qui se pose aussi d'ailleurs, mais qui était aussi prégnante à l'époque. Il y a aussi comme autre outil les spectroscopes. Donc, je vous rappelle qu'avec un prisme, on peut décomposer la lumière blanche et voir quelles sont ses composantes spectrales. En particulier, quand on fait ça avec des étoiles, on regarde une étoile, ou plus précisément, on met un télescope, on pointe vers une étoile et à la place de l'oculaire, on met un prisme. On voit des raies. Même chose que ce qu'on voit dans un labo de chimie quand on brûle des métaux. On voit des raies aussi. On s'aperçoit aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça à l'époque, mais on s'aperçoit aujourd'hui que certaines des raies qu'on voit sur Terre, on les voit aussi dans les étoiles. Donc c'est un moyen, la spectroscopie, de voir les éléments qui se trouvent dans les étoiles. Pour la petite histoire, une des premières occasions où ça a été fait, donc le 19e siècle, c'est vraiment le moment où la spectroscopie est inventée, développée. Ce n'est pas du tout courant d'en faire, c'est encore des méthodes de pointe et il y a des incertitudes qui tournent autour de la manière de l'utiliser. En tout cas, en 1868, c'est le savant Jules Janssen qui, en pointant son télescope vers la couronne solaire au cours d'une autre éclipse, justement, s'aperçoit qu'il y a une raie spectrale qui est inconnue, qui ne correspond à aucun des éléments sur Terre. Donc il l'appelle l'hélium. Hélium pour le Soleil, hélios, le Soleil. Donc ça a été découvert dans le Soleil et il faudra attendre pas mal de temps, 1895, pour que cet élément soit identifié sur Terre. Ce qui est un petit peu surprenant, parce que l'hélium, c'est le deuxième corps le plus abondant dans l'univers. L'univers, il est fait en gros de 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et des micro-poussières de tout le reste. Mais voilà, s'il est difficile à observer, sur Terre, c'est un gaz qui est inerte, donc il s'accroche avec rien. Donc dans tous les composés autour de nous, il n'y en a pas. Si on veut voir de l'hélium, il faut être un peu rusé. Bon, donc les appareils photo et les spectroscopes donc, sont testés au moment des observations astronomiques et les éclipses, c'est un bon moment aussi pour justement photographier pour les appareils photo quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Donc ça va durer 7 minutes, donc on a envie de garder le truc, garder la trace de ça pour pouvoir tranquillement après travailler dessus. Et les spectroscopes pour pouvoir par exemple observer la couronne ou observer des objets qui se trouvent proches du Soleil, voir de quoi ils sont constitués. Il y a aussi des carnets de notes, oui. Alors, c'est toujours le cas, effectivement. Donc, pour des raies qui sont extrêmement brillantes, les temps de pause sont courts. Pour des raies qui sont peu brillantes, les temps de pause sont longs. Il se trouve que l'hélium, il y en a vraiment beaucoup dans le Soleil.
et que la couronne solaire, elle est extrêmement brillante. On ne la voit pas à l'œil parce que le Soleil est encore plus brillant lui-même, mais la couronne, elle est quand même vraiment brillante. Au cours d'une éclipse, c'est déconseillé de regarder même la couronne directement à l'œil nu. Il vaut mieux avoir un filtre. Donc c'est quand même des objets qui sont très lumineux. Donc tu as raison, de manière générale, la spectroscopie demande des temps longs, mais là, pour observer la couronne, il y a des choses qu'on peut voir pendant le temps de l'éclipse. Donc les gens prennent des notes aussi, et puis il y a des dessinateurs, ça c'est quelque chose que les gens, effectivement, que les astronomes employaient beaucoup. Donc je vais vous parler ici de Étienne Trouvelot. Étienne Trouvelot, c'est un Français qui a émigré aux États-Unis à un moment donné pour diverses raisons. Il est devenu membre du Harvard College Observatory, donc ça c'est près de Boston. Et lui, donc il était dessinateur, et ses talents de dessinateur ont été repérés par le responsable de l'observatoire qui lui a demandé de venir pour dessiner ce qu'on voyait. Il y avait, encore une fois, la photographie, vous avez tous vu des photographies d'époque, il y a du grain, il y a des temps de pause, c'est compliqué. Si on a quelqu'un qui est capable de regarder dans une lunette et de dessiner en même temps qu'il regarde ce qu'il voit de façon fidèle, c'est ce qu'on veut faire en fait. Et il se trouve en plus que l'œil, il a une sensibilité extrêmement différente de celle de l'appareil photo. Et l'œil, il est très fort pour voir pour mettre en évidence les différences subtiles de luminosité. La photographie, c'est moins le cas. Et en fait, un bon dessinateur, c'est beaucoup plus précieux qu'un appareil photo à l'époque, et pour certaines choses encore aujourd'hui. Voilà. Alors, lui, il est aussi, si vous cherchez sur Wikipédia son nom, donc vous allez tomber sur ces images-là. Donc, ce sont ça des images qui ont été prises au moment de l'éclipse dont je vous parle aujourd'hui, qui font apparaître, on le voit ici sur un zoom, ça c'est des protubérances solaires, donc il a vu une protubérance, et il y a ces traits-là, et on se dit non mais jamais de la vie il y a ça dans une éclipse, et effectivement il n'y a pas exactement ces traits extrêmement rectilignes, mais il y a des structures comme ça qui partent du Soleil, qui sont un peu ondulées et qui partent comme ça. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais elles sont effectivement présentes dans une éclipse, et ça, avec un appareil photo, c'est vraiment extrêmement difficile à capturer, parce que c'est quand même moins brillant que tout le reste. Bon, Trouvelot, donc si vous cherchez sur Internet, vous trouverez ça, mais il est connu pour un autre truc, malheureusement. C'est pour ça. Le Bombyx disparate, donc c'est un insecte. Il était aussi entomologiste, au début il s'intéressait à l'entomologie, les insectes, donc Étienne Trouvelot. Et quand il est venu aux États-Unis, il est venu avec un petit paquet d'œufs de Bombyx disparate pour les élever. Il voulait faire un élevage de ça dans son jardin. Il l'a fait. Et au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, la boîte où il avait ça s'est déchiré, les trucs sont partis. Une des plus grandes catastrophes sanitaires aux États-Unis, c'est ce machin-là. Parce qu'effectivement, ça bouffe tout et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il y en a d'autres, mais c'est un des... Voilà. Donc c'est lui, Monsieur Trouvelot. C'est quoi entomologiste ? Entomologiste, c'est quelqu'un qui étudie les insectes. Ouais, pardon, effectivement, ce n'est pas un mot forcément courant. Ou là, en l'occurrence, qu'il les dissémine aussi. Mais bon, c'est une autre question. Alors, je reviens à la photo qui est ici. Alors, je vais vous poser une question à laquelle j'aurais moi-même été incapable de répondre il y a quelques semaines, mais on va quand même jouer le jeu. Est-ce que vous avez une idée de qui peut être la personne que j'ai entourée ici ? Au hasard, Tesla. Bim. T'es pas loin. C'est Edison. Donc ça, c'est Thomas Edison. Donc Thomas Edison était présent le jour de l'éclipse. Et là, maintenant, je vais faire une petite digression sur pourquoi il était là. Qui sait pourquoi il était là à ce moment-là. Thomas Edison. Donc là, on le reconnaît un petit peu mieux. Il était jeune. Alors, j'ai mis une ressource aussi. Celle-là, je ne sais plus si je l'ai mis sur le Moodle, mais je le mettrai. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu. Voilà, on veut s'intéresser à Edison. Donc, il y a des ressources. Je suis allé voir dans Pour la science, un journal respectable, qui, dans sa rubrique Présence de l'histoire, avait, il y a quelques années, je ne l'ai plus ici, février, je ne sais plus, bon bref, il y a quelques années, avait écrit cet article qui s'appelle « Les inventions insolites d'Edison ». On a super envie d'aller le lire, voilà, bon, qu'est-ce qu'il a fait. Et je vais m'intéresser à un passage, celui-là, que je vais agrandir, et on va le lire ensemble. Donc voilà ce qu'on peut lire comme présentation de Edison. L'employé des chemins de fer de la gare de Saint-Clément, Mackenzie, raconte. Le train manœuvrait, il était allé prendre un wagon sur la voie de garage et lui avait donné une poussée suffisante, donc ça c'est le chef de gare, pour que, tout seul, il rejoigne le fourgon sur la voie principale. Edison, resté sur le quai, se retourna par hasard et vit mon petit-fils Jimmy, inconscient du danger, qui jouait sur cette voie. Il jeta sa casquette, ainsi que les journaux qu'il avait sous le bras, se précipita au péril de sa vie pour sauver son petit ami. Ils plongèrent de la voie au moment où le wagon arrivait. On les retrouva, la figure incrustée de cailloux, du ballast.
Pour le remercier, Mackenzie lui offre de lui apprendre la télégraphie. Peu après, Edison devient télégraphiste ambulant, blablabla, bla bla bla, il devient riche, célèbre, etc. Bon. Alors là, on est dans le mythe le plus total, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce que factuellement il y a derrière, qui raconte cette histoire. Donc en fait, c'est Edison. Donc on peut se demander quel est le degré de véracité, pas forcément malhonnête, mais de comment on se souvient des choses. Et vous voyez, quelqu'un ici va nous parler d'un personnage, ça c'est vraiment le début de l'article, commence par nous raconter cette histoire. Donc on nous met quelque chose dans la tête là, c'est pas de l'information de qui est Edison, c'est regardez, ce personnage, c'est un héros en fait. Je vais vous parler d'un héros et blablabla. Bla bla. Et du coup, je vous invite à une certaine méfiance quand vous voyez ce genre de choses. Parce que du coup, si dès le début de l'article, on commence par un peu amplifier les choses, les embellir et tout ça, est-ce que ça va pas être le cas aussi de tout le reste de l'article? Je vous montrerai tout à l'heure une ressource très différente dans laquelle cet écueil n'est pas présent. Je ne suis pas en train de vous dire que tout l'article est débile et qu'il ne faut pas le lire. C'est juste, lisez-le, c'est intéressant, c'est amusant, c'est aussi divertissant et c'est intéressant. Mais ne prenez pas tout au pied de la lettre. Et si vous voyez des choses que vous dites « Waouh, ah ouais, Edison, il a fait ça et tout », allez voir ailleurs. Confirmez, croisez les sources. Alors Thomas Edison, donc après avoir sauvé Jimmy de la mort certaine par écrasement par un wagon, et avoir été engagé comme télégraphe, il a effectivement lui fait quelques inventations parfaitement, des inventations célèbres, dont en 1866, il a fait son premier brevet pour un télégraphe duplex, c'est-à-dire un système de télégraphe que les gens connaissaient à l'époque, c'est pas lui qui l'a inventé, mais où on pouvait envoyer 2 signaux en même temps. Un à l'aller et un au retour. À l'époque, il fallait envoyer, attendre que l'autre... Voilà. C'était comme le talkie-walkie. Bon. Et donc, lui, il a fait un duplex, après un quadruplex, ça s'appelle le multiplexage aujourd'hui, et c'est lui qui a fait le premier brevet de ça. Il gagne de l'argent avec ça, et puis d'autres brevets. En fait, c'est vraiment quelqu'un un inventeur très, très prolixe. Il a vraiment fait beaucoup eu d'idées extrêmement brillantes et pertinentes. En 1874, il installe à Menlo Park, près de New York, un laboratoire où il embauche des gens et il a du matériel et des artisans qui fabriquent des choses et lui qui a les idées. Et parmi les inventions qu'il fait, enfin parmi ses productions, en 1876, il met au point le phonographe. Alors, je vais revenir aussi un petit peu sur cette invention. Parce que c'est un tournant pour Edison, mais pas que. Ça a une importance aussi sur la manière dont est perçue la science. Et voilà ce qui est écrit. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un article de vulgarisation scientifique qui est paru en 1880. Donc, juste quelques années après l'invention du phonographe. Et voilà. Il a été dit que la science n'était jamais sensationnelle, qu'elle était intellectuelle et non émotionnelle. Cependant, rien de ce qui peut être conçu n'est plus à même de créer des sensations profondes, de susciter des émotions humaines, que d'entendre encore une fois les voix familières de nos morts. La science annonce pourtant que cela est possible, que cela peut être réalisé. En réalité, la parole est devenue immortelle. Alors pardon, j'ai dit que c'était 80, c'est 1877 la date de ça. Entendre encore une fois la voix familière de nos morts. On avait des images des gens, on avait la peinture depuis longtemps, des gravures, la photographie aussi à l'époque, on commençait à avoir des photos de gens. La voix, pas du tout. Avant Edison, la voix c'est vraiment du domaine du sacré. Si on entend quelqu'un, c'est qu'il est vivant, c'est qu'il est là avec nous. À partir d'Edison, ça change. Et il y a vraiment des gens qui vont rejeter ça de manière très ferme. Donc je vais vous mettre ici maintenant, ce que je vous mets ici, c'est tiré de cet ouvrage dont je vais vous parler un tout petit peu après pour une autre raison, mais voilà. Edison a envoyé quelqu'un de sa société pour présenter en mars 78 à l'Académie des sciences le phonographe. Tout le monde voulait le voir, c'était vraiment l'attraction, tout le monde voulait voir ça. Donc quelqu'un est allé le présenter à l'Académie des sciences, donc en France, et voilà. L'appareil se mit docilement à réciter la phrase enregistrée sur son rouleau. Alors, on vit un académicien d'un âge mûr, l'esprit pénétré, saturé même des traditions de sa culture classique, se révolter noblement contre l'audace du novateur, se précipiter sur le représentant d'Edison et le saisir à la gorge, en s'écriant « Misérable, nous ne serons pas dupes d'un ventriloque ». Et la personne va persister. Il y a des gens qui pensent que c'est du trucage, que c'est de la prestidigitation, qu'il y a un truc. Je sais pas moi, qu'il y a un schtroumpf ou un petit nain qui est dans le... C'est pas très politiquement correct, petit nain. On retire, je rembobine, je couperai au montage.
qu'il y ait un être voilà, on pourrait imaginer qu'il y ait un truc, quoi. Bon, c'est ce que certains pensaient. Et bon, c'était évidemment pas le cas. Hein. Et dans les applications qui ont été envisagées assez rapidement, y compris par Edison, le fait de sauvegarder la voix des vivants avant qu'ils meurent, c'était vraiment quelque chose qui mettait en avant. Hein. Il y a même eu des enterrements avec, on mettait dans le cercueil un disque qui contient l'enregistrement de la personne, une sorte de rituel comme ça. Aux États-Unis, hein, enfin ailleurs dans le monde aussi. Bon. Et ce bouquin-là, il est intéressant, c'est un texte d'Edison qui s'appelle Le Royaume de l'au-delà, c'est une traduction de l'américain en français de ce texte-là, avec avant un texte en avant-propos qui s'appelle Machine nécrophonique et qui décrit le projet d'Edison sur la fin de sa vie, ou même plus qu'un projet. Edison communiquait avec les morts. Donc il avait effectivement pour projet de faire une machine qui lui permette d'entendre la voix des morts, mais une fois qu'ils sont morts, ce coup-ci. Hein, voilà. Et ça lui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Donc je vais vous dire, il n'arrivait à rien, voilà. Mais tout ça pour vous dire aussi qu'à l'époque, c'était pas considéré comme quelqu'un de loufoque pour ça. Hein. On ne sait pas ce qu'est la mort, on ne sait pas ce que deviennent les gens après la mort, et l'idée qu'ils puissent d'une manière ou d'une autre communiquer avec les vivants, elle n'est pas débile en soi. On peut faire des expériences, etc. D'autant qu'à l'époque, 1878, on commence à découvrir des ondes, les ondes électromagnétiques, on commence à comprendre ça. Donc on peut même imaginer des mécanismes en fait, hein, qui font qu'on communique avec des gens qui ne sont plus là. Je ne suis pas en train de vous dire non plus qu'il faut le faire avec maintenant, etc. Mais il faut se mettre dans l'état d'esprit de l'époque. Voilà, ça ne devient pas un go-go, Edison, de par cette recherche-là. Je reviens au fil de cette histoire. La raison pour laquelle je vous parle d'Edison, c'est qu'il a aussi fait autre chose. Enfin, du coup, en 1878, il développe un des projets sur lesquels il travaille. Ça s'appelle le tasimètre. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le nom, il est pas tellement resté. Le tasimètre, c'est un dispositif. Alors, je vais vous mettre l'image. La vraie image, c'est ça. C'est gros comme ça. Hein, voilà. C'est un dispositif qui permet de... Ici, il y a un capuchon, on l'ouvre, on le met devant une source de lumière et ça permet de vous indiquer la quantité de lumière, ça mesure la lumière. En fait, la manière dont ça marche, on comprend même aujourd'hui que ça marche en mesurant la quantité d'infrarouge. Donc voilà, quand il y a un objet devant vous, c'est un détecteur infrarouge en fait. Voilà. Et c'est assez simple dans le principe. Hein, ici, vous avez un bout de... Vous avez une pièce rectangulaire autour duquel il y a une bande en caoutchouc. Et il se trouve que quand le caoutchouc, on l'éclaire avec des infrarouges, ses propriétés changent et sa conductibilité en particulier change. Et voilà, il y a une mesure de résistance en gros de ce truc-là. Et il se trouve que ça pouvait être éventuellement assez sensible. Et donc Edison développe cet appareil et il veut le tester. L'éclipse de 1878, du coup, pour lui, c'est une belle vitrine. Il fait la pub très en avance de ça en disant que ça va marcher du tonnerre. Il va pouvoir, avec ça, mesurer l'intensité de la couronne solaire lors de l'éclipse. Et donc, il va à cette éclipse pour, effectivement, le faire. Alors, en fait, quand il y va, c'est pas prêt. Hein. Il n'y a rien qui marche. Enfin, avant d'y aller, en tout cas, il compte sur le fait qu'il va être capable, entre l'annonce et le moment où il y est, de le mettre au point. Et il le fait. Effectivement. Et donc ce tasimètre, j'y reviendrai tout à la fin, mais il a effectivement réussi, alors pas à mesurer, mais à détecter effectivement le rayonnement de la couronne solaire. Donc en ce sens, c'est un succès. En revanche, ça c'était couplé à une aiguille qui indiquait un niveau. Et là, en fait, ce qu'il est arrivé à faire, c'est qu'avant l'éclipse, c'était sur 0. Il a mis le télescope avec ça derrière pour mesurer la couronne, et l'aiguille est allée, pim, au max. Donc en fait, il a saturé le système. Il y avait bien une détection de quelque chose, mais l'aiguille n'étant pas une position intermédiaire, il n'avait aucun moyen de dire combien il y avait de rayonnement. Ce n'était pas une mesure, c'était une détection. Voilà. Et si ça vous intéresse, donc c'est l'autre texte de nature complètement différente. Là, c'est vraiment un historien des sciences du coup qui écrit, Thomas Edison et l'astronomie infrarouge. Et on va le lire ensemble. Hein. La plupart des biographies d'Edison parlent de l'observation au Wyoming d'une éclipse de soleil en 1878. Cet épisode peu connu peut être situé plus clairement dans l'histoire des sciences. Parce qu'à ce moment-là, Edison a perfectionné un dispositif sensitif radicalement nouveau, infrarouge, qui pouvait détecter, soi-disant, un changement de température de 10 puissance moins 6 degrés.
En plus, il a apparemment mesuré la radiance en infrarouge de la couronne solaire à un moment où la physique et l'origine de la couronne n'étaient pas très bien connues. La science semble avoir oublié à la fois le détecteur et la mesure, et c'est le fait, de fait, on ne s'en souvient pas spécialement. Je ne pense pas que vous connaissiez le tasimètre avant que je vous en parle. Les biographes d'Edison, bien qu'ils n'insistaient pas en général sur l'importance de la couronne, de l'observation de la couronne, ont continué de louer le tasimètre comme en tant que détecteur infrarouge. Comme cet détecteur infrarouge était appelé. Et du coup, donc, je paraphrase plutôt que essayer de traduire. Les historiens, les biographes d'Edison ont tous dit que c'était une super idée d'Edison, le tasimètre, et pourtant, on n'en parle plus. Donc pourquoi? La question se pose. Et donc tout cet article-là, donc lui du coup doit faire une vingtaine de pages, essaye de s'intéresser à ça. Qu'est-ce que ça veut dire que le tasimètre a marché? Qu'est-ce que ça veut dire que les résultats ont été connus? Comment ils ont été connus? Comment ça a été perçu par les scientifiques autour de lui? Comment ça a été éventuellement repris, amélioré ou pas? Et comment c'est parvenu jusqu'à nous? Le travail de l'histoire des sciences, de l'historien des sciences, c'est vraiment celui-là. C'est de faire ce travail-là. Donc voilà, si vous voulez voir comment c'est fait sur un sujet particulier, celui-là est assez intéressant. Ok, ça c'était Edison. Autre personne présente à ce moment-là, Maria Mitchell. Est-ce que vous connaissez Maria Mitchell? Il y en a qui ont déjà entendu ce nom-là. Donc Maria, c'est une femme astronome. Donc on la voit, c'est une des deux personnes ici, c'est elle. Et alors, Maria Mitchell, donc je vais vous parler un tout petit peu de son parcours. Elle a commencé comme bibliothécaire et la nuit, de manière amateur, elle était astronome. Donc elle avait une lunette et elle allait observer le ciel. Et il se trouve qu'en 1847, elle découvre une comète. Et du coup, il y a des gens qui prêtent attention à cet astronome amateur qui est une femme et qui découvre une comète. Donc ça fait plusieurs choses assez qui sont parfois exclusives, mais là, bon, elle est les trois à la fois. Et elle a un poste comme calculatrice pour le US Naval Observatory. Donc ça, c'est un institut américain. Calculatrice, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur et tout ça. Beaucoup de calculs étaient faits à la main. Vous aviez des gens dont le but c'était de faire, alors pas seulement des calculs, des opérations, des multiplications, mais aussi des relevés sur des notes qui étaient prises. Sur une carte stellaire, l'observateur disait qu'il avait observé un objet ici. Ils allaient mesurer, voir combien ça faisait de distance sur la carte et du coup combien ça faisait dans le ciel et traduire ça en un nombre. C'était ça aussi calculatrice. Un peu plus tard, ça sera les personnes qui allaient sur les photographies repérer l'endroit où se trouvait telle ou telle étoile. Jusqu'à la fin du 19e siècle, il y en a eu vraiment beaucoup de ces calculatrices. C'était des femmes, parce qu'à l'époque, on se disait que ça demandait des qualités féminines. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, à l'époque, ça voulait dire d'être méticuleux, de faire les trucs bien comme il faut, etc. Féminin, je mets des gros guillemets. Bon. Et elle est devenue, et c'est ça qui la caractérise quand même, elle est devenue professeure d'astronomie au Vassar College, qui est près de New York, complètement à droite de la carte, là, sur les États-Unis, je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est un collège pour filles, et elle est la première au monde professeure d'astronomie, fille elle-même. Donc c'est une femme professeure d'astronomie, elle enseigne à des filles. Et toute sa vie, elle va vraiment promouvoir la condition féminine, enfin dénoncer les dysfonctionnements liés à ça. Je sais pas, vous voyez très bien le truc, voilà. Donc dénoncer la condition des femmes dans le monde dans lequel elle vit et essayer de trouver des manières pour les femmes de s'en sortir. Donc elle habite là, elle. Voilà. Elle va aller là. Donc elle aura ça à faire en train en 1878, étant une femme seule. Pas évident. Bon. Voilà ce qu'elle écrit, une des choses qu'elle écrit, elle. Voilà. Je vous laisse le lire, en fait, je ne vais même pas le traduire. Je vous laisse 15 secondes, puis je traduirai juste la fin, où je paraphraserai. Bon, voilà. Il faut encourager les jeunes femmes à faire de la science. Pourquoi? Enfin, à faire des études scientifiques. 1, pour les besoins de la science. 2, pour leurs propres besoins. Donc elle parle du besoin des femmes, c'est quand même pas courant à l'époque, quoi. Donc elle les reconnaît et elle veut les satisfaire. Petite parenthèse, en 1857, elle visite l'Europe et elle rencontre tout un tas de gens. Elle passe un an en Europe, hein. Quand je dis une visite, c'est un an.
Et elle rencontre notamment Le Verrier, qu'on va rencontrer tout à l'heure, qui est directeur de l'Observatoire de Paris. Et Le Verrier qui lui offre le thé, lui offre des petits gâteaux, machin, mais qui refuse de lui montrer les instruments scientifiques. Parce que c'est une femme. Mais avec les petits gâteaux et le petit thé et tout. Hein, donc voilà. Quelqu'un qui confondait galanterie et respect, on va dire. Et alors, le Verrier, bon, c'était particulièrement quelqu'un de désagréable, hein, pour plein de raisons, mais il se trouve que pour ce point-là de l'accueil qu'elle a eu, c'était assez uniforme. Elle a été globalement assez mal accueillie. C'est-à-dire que les gens étaient intéressés en disant « Waouh, c'est pas mal, virgule, pour une femme, virgule, ce que vous faites ». Et en plus, on ne lui permettait pas d'avoir non seulement une discussion avec ses pairs, mais en plus d'aller dans les endroits, quoi, hein, d'aller voir les instruments. Elle est allée à l'éclipse de 1869, celle que j'ai vaguement évoquée tout à l'heure. Donc elle est allée faire des observations là-bas. Et elle a observé, elle voulait observer en 1874 le transit de Vénus. C'est quand Vénus passe devant le Soleil. C'est extrêmement rare, hein, ça arrive même pas tous les siècles. Donc à ce moment-là, il y en a eu un qui avait lieu en Asie. Et voilà ce qui lui a été dit. Donc il est absolument hors de question qu'une femme cultivée fasse le voyage à bord d'un man of war, c'est un bateau de guerre. Parce que c'était ça qui allait les emmener en Asie pour aller observer ce transit. Donc non, c'est une femme, il faut qu'elle soit bien, petite poupée. Voilà. Bon. Et quelqu'un d'autre qui dit, on ne va pas exposer une femme à la fatigue, aux difficultés, aux dangers d'un voyage aussi long qui a lieu l'hiver. Sauf si vraiment ces services étaient indispensables. Bon, ben là, non, ce n'est pas indispensable. Donc elle n'a pas pu y aller, en fait. Elle n'a pas pu, effectivement, parce que c'était une femme, faire ce voyage et assister au transit de Vénus. Alors, elle ne se laissait pas faire. Hein, c'était quelqu'un qui avait un caractère fort. Pour l'éclipse de 78, c'est elle qui a vraiment organisé ça. Elle a organisé une expédition. Elle a emmené plusieurs femmes avec elle. Il y avait une personne du collège dans lequel elle enseignait et d'autres femmes autour d'elle qui étaient intéressées par l'astronomie. Donc si vous êtes intéressé par la place des femmes dans les sciences, Maria Mitchell, c'est vraiment un personnage intéressant. Et je me permets de vous indiquer deux références qui sont un peu connexes. L'astronomie au féminin de Yael Nazé, qui va explorer plusieurs personnages féminins comme ça au cours de l'histoire. Et ça c'est quand même bien centré sur l'astronomie, hein, ce n'est pas les femmes en sciences en général. Et cet ouvrage, The Glass Universe, la vie cachée, l'histoire cachée des femmes qui ont mesuré les étoiles. Donc là, c'est une histoire de ces calculatrices dont je parlais tout à l'heure, à la fin du XIXe siècle. Et voilà, c'est aussi centré sur la place à la fois des femmes dans sciences, mais aussi de l'activisme du féminisme, en fait. Hein. Donc c'est vraiment... Alors, donc comme tous ces trucs-là, c'est toujours pénible à lire parce qu'on voit les excès qui ont eu lieu, on est un peu révolté de ça par certains côtés. D'un autre côté, à chaque fois, on voit qu'il y a quand même des femmes qui avaient leur place, qui ne se laissaient pas faire et qui savaient qu'à un tel moment, on était en train d'abuser, quoi. Voilà, Maria Mitchell devant Verrier, elle savait qu'à ce moment-là, ce n'était pas normal ce qui se passait, elle l'a dit, elle l'a fait savoir. Troisième personnage, qui était là-bas aussi, Alvan Graham Clark, qui est la personne qui est ici. Donc lui, il est fabricant d'appareils, d'instruments d'optique. Et plus précisément, il appartient à la firme qui s'appelle Alvan Clark & Sons. Donc il y avait le père et puis les deux fils. Donc lui, c'est un des deux fils. Et cette entreprise-là, elle a construit la plupart des appareils scientifiques astronomiques dans la deuxième moitié du XIXe siècle, aux États-Unis et ailleurs. C'était vraiment le Rolls-Royce des appareils d'astro. Et quand quelqu'un voulait un appareil d'astro de qualité, ils allaient voir Alvan Clark & Sons. Pour vous donner quelques exemples de ce qu'ils ont fait, c'est eux qui ont fait ce télescope de 26 pouces. Alors 26 pouces, c'est la taille de l'objectif. 1 pouce, ça fait à peu près un peu moins de 3 cm. Donc là, c'est un objectif qui est grand comme ça. Donc il y a une lentille en verre grosse comme ça, qui est mise au bout du tube qui est très long ici. Et donc ça, c'est Alvan Clark qui l'a fait. Ils ont aussi fait ce 30 pouces en Russie, l'observatoire de Pulkovo. Donc là, on voit la taille, hein, là, le bonhomme est là. Et pour le plus grand qu'ils ont fait, c'est celui de 40 pouces en 1897. Donc là, c'est un petit peu après notre histoire, l'observatoire de Yerkes, où ce que je vous montre ici, c'est les appareils qui permettent de polir les lentilles qui vont être sur le télescope. Donc vous voyez un peu la taille des choses. Là, il y a une chaise, hein, donc tout ça, c'est la taille de la lentille.
Alors là, oui. Donc là, effectivement, ils mettaient leur œil. Ouais. Donc ils avaient, je pense qu'on le verra peut-être sur un des. Ouais. Là, ici, effectivement, il y a même quelqu'un qui est en train de le faire. Là, il y a un oculaire. Ouais. Ouais. Après, quand ça sera des télescopes, l'oculaire sera plutôt sur le côté, ce sera un peu différent. Mais pour que l'œil soit complètement évacué du processus, il faudra attendre vraiment la deuxième moitié du XXe siècle. Hein. Ok, donc Alvan Clark, Alvan Clark, ils étaient là aussi à l'éclipse pour tester leur matériel et aussi montrer qu'ils avaient du matériel pour observer l'éclipse de manière. Ils étaient en présentation en même temps qu'en démonstration et en test de leur matériel. Donc vous voyez déjà 3 personnes assez différentes qui étaient là pour des raisons assez différentes, Edison, Maria Mitchell et Alvan Clark. Alors je vais vous parler maintenant d'une raison pour laquelle la plupart des gens étaient là, c'est Vulcain. Donc Vulcain, c'est une planète qui se trouverait ici dans le système solaire. Là, vous avez le Soleil, Vulcain, Mercure, Vénus, la Terre, etc. Et il y avait des raisons de penser qu'il y avait une planète ici. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. La mécanique de Newton permet de rendre compte du mouvement des planètes du système solaire. Ça, c'est le point de départ. On le sait depuis le XVIIIe siècle. On le sait encore au XIXe et au XXe, et encore aujourd'hui. Voilà. Parmi les gens qui font ça, d'utiliser les lois de Newton pour comprendre comment les choses se déplacent, il y a Edmond Halley. Donc lui s'intéresse au mouvement des comètes. Et il a l'intuition qu'une comète qui apparaît 3 fois, qui est apparue en 1631, en 1608 et en 1682, serait la même. En fait, il a cette intuition-là. Sauf que si c'est le cas, l'écart entre ces deux événements-là devrait être exactement le même que celui-là. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a un décalage que ne permet pas de comprendre la mécanique de Newton. Si on regarde comment la comète est attirée par le Soleil, essentiellement, elle devrait avoir une trajectoire elliptique. Et donc, le temps que ça met pour faire 2 tours, c'est 2 fois le temps que ça met pour faire un tour. Bon. Il rencontre Isaac Newton en 1684. Donc, c'est ça qui va en fait lui donner l'idée de calculer les choses, d'arranger tout ça. Alors, dans sa rencontre avec Isaac Newton, il se passe plusieurs choses. D'abord, Isaac Newton, lui, explique ce qu'il est en train de faire, la manière dont il est en train de comprendre la mécanique. Edmond Halley est complètement subjugué. Et en fait, c'est Edmond Halley qui va faire imprimer les Principia. Ça, c'est vraiment l'ouvrage, le grand ouvrage de Newton, un des plus grands ouvrages de la physique, en tout cas, même de la science en général, de ces derniers siècles. Et c'est Edmond Halley qui va à la fois encourager Newton à faire publier ça et à payer de sa poche. Ce qui à l'époque, ça fait des mois de salaire. Hein. Enfin, voilà. Donc Edmond Halley, il croit en Newton. Les gens de la Royal Academy à Londres n'y croient pas tant que ça, etc. Il faut dire que Newton a un caractère un peu spécial. Et voilà, donc lui, il y croit, Edmond Halley, et c'est lui vraiment qui fait publier ça. Et alors, donc évidemment, il a lu le truc, il a compris. Il comprend que peut-être que si la comète n'est pas complètement régulière comme elle devrait l'être, c'est parce que les comètes s'attirent les unes les autres. Bon. Il fait les calculs, il s'aperçoit que non, c'est pas bon, mais en revanche, il dit « Ah oui, mais elles sont... En fait, j'ai calculé que les comètes étaient attirées par le Soleil, donc ça fait une éclipse, mais en fait, elles sont aussi attirées par les autres planètes. » Et donc ça fait des perturbations sur la trajectoire de la comète. Il prend en compte ces perturbations et il prédit du coup un retour de la comète en Noël 1758. Et Noël 58, c'est un petit peu décalé par rapport à une régularité qu'on pourrait avoir ici. Et il se trouve qu'effectivement, à Noël 1758, la comète apparaît à quelques heures près, autant à l'heure, à l'endroit et à l'heure, enfin à l'heure en tout cas qu'avait indiqué Halley. Donc ça veut dire que la démarche qui est ici est correcte, les comètes sont effectivement attirées par les planètes. Du coup, on peut aussi imaginer que les planètes s'attirent les unes les autres, et il faut aussi prendre en compte pour prédire le mouvement des planètes. Et donc si on sait dans le ciel à un moment donné où sont toutes les planètes, elles se perturbent les unes les autres, et tenir compte de ces perturbations, ça permet de prédire de façon plus sûre et plus exacte où va se trouver la planète dans le futur. Voilà. Le Verrier, notre ami Le Verrier, donc, le même qui avait rencontré Maria Mitchell, dont j'ai parlé tout à l'heure. Urbain Le Verrier, donc lui, je vous invite, si ça vous intéresse, à lire cet ouvrage, qui est de James Lequeux, qui est un astronome suisse, et qui, enfin peu importe pour l'auteur, mais donc ce bouquin sur Le Verrier, savant, magnifique et détesté, donc ça parle de sa science, mais aussi de sa personnalité, c'est vraiment intéressant.
Bon, en tout cas, brièvement, Le Verrier, il est en 1837 répétiteur à l'école polytechnique, ça veut dire qu'il est assistant, en gros, voilà, il assiste les profs pour les cours. En 1845, Arago, qui est un des scientifiques à Paris, demande à Le Verrier de s'atteler au problème d'Uranus. Le problème d'Uranus, c'était le fait que la trajectoire d'Uranus montrait des différences, quand on l'observait, avec ce qu'on attendait. Quand on calcule la trajectoire d'Uranus en tenant compte des interactions avec le Soleil et avec toutes les autres planètes, on peut prédire la trajectoire. Et quand on l'observe, on s'aperçoit que ça ne colle pas tout à fait. Il y a une petite différence. C'est ça le problème d'Uranus. Et Arago demande à Le Verrier de s'y pencher. En 1846, Le Verrier explore l'hypothèse que le problème d'Uranus est dû à l'influence d'une planète qui serait à l'extérieur du système solaire, qu'on n'aurait pas encore détectée. Et il précise les caractéristiques de la planète, sa distance et sa position dans le ciel. Voilà. Pour expliquer le mouvement d'Uranus, il faudrait qu'il y ait une planète qui soit très à l'extérieur du système solaire et qui soit en ce moment à telle époque. Il écrit à plusieurs astronomes dès le mi-septembre. Le 23 septembre, à Berlin, Johann Gottfried Gale et Johann Franz Encke observent effectivement la planète. Ils pointent le télescope à l'endroit où Le Verrier a dit qu'elle devrait se trouver, et ils la voient. C'est une belle histoire, hein? Et c'est une histoire vraie, enfin, il n'y a pas de souci là-dedans, c'est ce qui s'est passé. Cette histoire, elle est souvent vraiment présentée comme l'archétype de la méthode scientifique. On a une prédiction, voilà, qui mène à on a une théorie, ce qui mène à une prédiction, et paf, on regarde le truc et ça marche, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, c'est la découverte de quelle planète? Celle qui est juste après Uranus? Neptune. Donc c'est la découverte de Neptune. Et donc Arago dira que Le Verrier a découvert Neptune du bout de sa plume. C'est joli, hein? Alors, vous imaginez bien qu'il y a des histoires d'antériorité qui vont aller là-dedans. Je ne vais pas prendre le temps de les décrire, ça va m'emmener trop loin. Voilà Neptune. Alors bon, ça c'est une vision moderne de Neptune, c'est une photo. Voilà. Donc en 1846, on découvre une nouvelle planète qui se trouve ici. Or, Le Verrier ne s'arrête pas là, donc fort de cette prédiction, il se dit en fait on comprend très bien le système solaire et la manière dont tout interagit, hein, ça marche, voilà. Et il se trouve que Mercure, qui est la planète qui est ici, la plus proche du Soleil, elle aussi, finalement, elle a des petits écarts, pas aussi importants que ceux d'Uranus, mais quand même. Un écart en fait qui est assez bien identifié. Alors d'abord voilà comment on peut voir Mercure, ça vous donne une idée de sa taille, je trouvais l'image belle donc je vous l'ai mise ici. C'est un transit, c'est plusieurs photos, hein, voilà, prises à intervalles réguliers, c'est Mercure qui est en train de passer devant le Soleil. Et la trajectoire de Mercure, elle a ce qu'on appelle une avance du périhélie. C'est-à-dire que la trajectoire, c'est presque une ellipse, sauf que quand ça aurait fait un tour, ça aurait dû se retrouver là, mais ça se retrouve un peu plus loin, un peu plus en avant. Donc c'est une sorte de rosace comme ça. Et l'avance de ce point-là, du périhélie, ça s'avance, ça s'appelle l'avance du périhélie. C'est ça qu'a mesuré, qu'a mis en évidence le Verrier. Et les observations correspondaient à, je l'ai mis ici en seconde d'arc. Seconde d'arc, c'est une sous-division du degré. Donc tous les siècles, le périhélie Mercure avance de 570 degrés. Et quand on regarde la contribution des autres planètes du système solaire, effectivement, ça permet de rendre compte d'une grande partie de ce chiffre, 531 degrés par siècle. Mais il y a une sorte de résidu. Il y a 39 degrés. Aujourd'hui, la valeur moderne, ce serait 43, mais peu importe. 39 degrés par siècle qui restent inexpliqués. Et là, voilà, le Verrier, il a déjà joué le jeu avec Uranus. Il se dit, il y a une autre planète, cette fois-ci intérieure au système solaire, qui perturbe Mercure et qui conduit à ça. Cette planète, c'est Vulcain. Elle a un nom, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc les gens vont se mettre à chercher Vulcain. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font un petit peu d'astronomie, mais observer Mercure, déjà, c'est quelque chose, c'est vraiment pas évident. C'est proche du Soleil. Donc ça veut dire qu'en pleine nuit, elle est sous vos pieds, vous ne la voyez pas. Vous la voyez que quand le Soleil est en train de se coucher. Donc le Soleil est couché et Mercure, lui, n'est pas encore tout à fait couché, donc vous pouvez le voir. Mais vous le voyez sur un fond qui est éclairé, parce que le Soleil est en train de se coucher, donc il fait encore un petit peu jour, etc. Les objets qui sont proches du Soleil, c'est vraiment extrêmement difficile à voir. Alors quelque chose qui est encore plus proche que Mercure, voilà. Une manière de faire, c'était de chercher les transits. Il y a des astronomes, alors je ne vais pas en parler ici autrement que dans les 10 secondes qui viennent, mais il y a des astronomes amateurs qui ont passé leur vie à regarder le Soleil et à regarder s'il n'y avait pas un objet qui passe au milieu, de la même façon que le transit de Mercure tout à l'heure, voir s'il n'y avait pas le transit de Vulcain. Ça a fait avancer la connaissance des taches solaires, parce que ces gens observaient des trucs un peu bizarres, ils se sont aperçus que ce n'étaient pas des planètes et que c'est des taches du Soleil. Bon.
J'en viens à un deuxième bonhomme de l'image de tout à l'heure. Donc lui, je pense que vous le connaissez pas. Enfin, je ne sais pas, je sais même pas pourquoi je dis ça. Moi, je le connaissais pas il y a peu, en fait, mais voilà. Donc c'est James Craig Watson, qui est lui un astronome. Et donc il était sur place en 1878. Et voilà, son histoire rapidement. En 1857, il découvre une planète. J'ai mis des guillemets parce que c'est le terme qu'on employait de manière générique. Aujourd'hui, on dirait un astéroïde. Donc il découvre un astéroïde en 1857. Il est c'est quelqu'un qui est doué pour vraiment plein de choses, pour le calcul notamment. Il calcule très très vite de tête tout un tas de choses. Il a un très bon sens de l'observation, des talents d'observateur astronomique développés. Il devient en 1860 directeur de l'observatoire de Detroit. Voilà. Et autre personnage qui est son némésis, qui va devenir son némésis, Heinrich Friedrich Peters, qui est aussi un astronome. Il a 26 ans de plus, ils ne sont pas tout à fait de la même génération. Lui aussi découvre un astéroïde en 1861 et lui aussi est un astronome reconnu. Et ils vont devenir concurrents de manière gentille au début, c'est-à-dire qui est-ce qui va trouver le plus d'astéroïdes. Alors il y avait les Européens qui en trouvaient beaucoup, mais assez rapidement c'est ces deux-là qui vont découvrir beaucoup. Et ils deviennent concurrents. Alors au début c'est un peu cordial. Ah tiens, moi j'ai observé celui-là. Ah oui, mais moi je l'avais vu la veille. Ah bah d'accord, je te le laisse. Voilà, il se renvoie la balle. Et assez vite ça va tourner vinaigre. Et alors là je vous donne juste le résultat des courses. Il faut faire un trait ici. Ça, c'est les astéroïdes découverts par Watson, 22 pendant toute sa vie. Ça, c'est ceux découverts par Peters pendant toute sa vie, 48. Alors les noms, moi je ne connaissais pas la moitié non plus, les choses c'est tout petit machin, mais donc ils les ont nommés aussi à chaque fois. Donc c'est Peters qui mène vraiment cette course-là. Et Watson décide de se tourner vers une autre proie, Vulcain. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est du coup, mais en tout cas, Watson, lui, il est fervent partisan de l'existence de Vulcain. Il pense vraiment que cette planète existe. Il va tout faire pour l'observer. Peters est, lui, un fervent opposant. Lui, il pense que cette planète n'existe pas. Ceci dit, ils vont tous les deux, du coup, essayer de l'observer. Enfin, la seule manière de départager, elle est identique pour tous les deux. Hein. Bon. Et ils vont se retrouver effectivement tous les deux mêlés à l'expédition. Lui, il va aller en personne à voir l'éclipse, et lui, il va envoyer des gens et monter une expédition. Et alors, voilà un petit texte sur Watson, donc l'honoré James Watson, un des plus grands astronomes que ce pays ait jamais produit, et dont la dévotion immesurée à la science nous a donné les plus grandes bénédictions. L'astronomie, sous son patronage, a atteint un sommet rarement atteint. Un texte écrit par James Craig Watson lui-même. Ça vous donne une idée du personnage. Donc il ne se prenait pas pour son logarithme, comme on dirait aujourd'hui, et en tout cas il avait une personnalité extrêmement difficile, et ça s'est passé avec beaucoup de gens, notamment avec Maria Mitchell aussi. Voilà. Alors, si vous me permettez de prendre 5 minutes pour clore, on arrive à... Il est 12h30 là. Je prends 5 minutes pour quand même boucler ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a Watson qui est là-bas, tout un tas de gens qui sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette éclipse? Donc il y a des dessins qui sont faits, des photos qui sont prises et des conclusions qui sont tirées. La conclusion, c'est que Watson, il observe la planète Vulcain. Donc, il est content et son hypothèse est validée. Un astronome amateur, quelques semaines après, indique que ouais, effectivement, il a vu aussi Vulcain. Bon, très bien. Ils se rendent compte en fait qu'ils ne l'ont pas vu au même endroit. Et donc Watson dit, bah oui, c'est normal, il y en a 2 planètes. Il n'y en a pas une en fait, il n'y a pas Vulcain, il y a 2 planètes. Et puis on s'aperçoit qu'il y en a une troisième aussi qui a été vue. Et là, ça commence à perdre un peu de crédibilité au vu de tout le monde. Parce que les gens étaient prêts, mais voilà, ça commence à se multiplier. C'est bizarre, ça doit être autre chose. Mais en tout cas, il y a un moment de l'histoire quand même, il y a un moment de l'histoire de l'astronomie où Vulcain existait, avec des guillemets. Où ce que savaient les gens, c'est qu'il y avait une nouvelle planète dans le système solaire, qui était Vulcain. Alors, Watson, il tient quand même à son hypothèse, et en 1879, juste après, il commence la construction d'un observatoire souterrain. Il fait un grand puits, avec l'idée que, quand on a un puits comme ça, et qu'il est suffisamment profond, on peut de jour voir les étoiles, parce que ça cache la luminosité du ciel, etc. Ça, c'est quelque chose qui est rapporté depuis l'Antiquité, qu'on peut voir les étoiles depuis le fond d'un grand puits. Donc il commence à construire ça, voilà, etc. Et il meurt en fait. Voilà, quelqu'un prend la suite de cet observatoire et dit non mais c'est juste débile, c'est n'importe quoi.
faisons l'expérience. On va au fond du puits qui était creusé, on ne voit pas du tout les étoiles du fond d'un puits, quoi. Pas du tout. Et donc ce projet passe à la trappe, et Watson aussi, et voilà. Et aujourd'hui, Vulcain, donc on sait que cette planète n'existe pas, effectivement. Alors, je vais passer un petit peu vite, je veux vraiment conclure, du coup. Donc il y a des choses que je vais passer. Encore une fois, il y aura une version plus longue de ce cours que vous pourrez regarder. Là, le nom, c'est banderole coronale, le nom des trucs qui sont ici. Là, je le cherchais tout à l'heure, ça se dit streamers en anglais. Voilà. Je veux juste vous indiquer deux sources supplémentaires. L'histoire des éclipses va se continuer. En 1919, une éclipse est montée pour aller voir en Afrique et en Amérique du Sud, donc une éclipse totale, où l'idée, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, de regarder la position des étoiles. La relativité générale d'Einstein, qui à l'époque était, qui était complètement montée, mise au point par Einstein, voilà, elle était finie, on va dire, voilà. Mais elle était pas, on n'avait pas de preuve expérimentale qu'elle était correcte. Et d'après la relativité générale, le Soleil devait dévier la lumière, dévier la trajectoire de la lumière. Et du coup, si c'est le cas, quand vous avez le Soleil ici, que vous avez une étoile là, la lumière qui vous vient est attirée en quelque sorte par le Soleil et du coup est déviée comme ça. Et vous, d'ici, vous avez l'impression qu'elle vient de là-bas. Donc l'étoile qui est là, en fait, vous la voyez là-bas. Autrement dit, quand il y a le Soleil, une étoile qui est ici, vous la voyez là-bas. Et du coup, dans une éclipse, c'est assez pratique. Au cours d'une éclipse, le Soleil est caché, vous voyez la position de l'étoile. Et si vous avez pris la même photo du ciel ou les mêmes observations du ciel 6 mois avant, en l'absence du Soleil, toutes ces étoiles devraient être un petit peu plus à d'autres endroits. C'est Eddington qui fait ça, et effectivement, ça a confirmé la relativité générale. Donc l'éclipse ici a joué un grand rôle. Bon. Un petit peu plus tard, à la fin du XXe siècle, on va en fait trouver un moyen de s'abstenir des éclipses pour observer la couronne. En tout cas, LIO invente ce qui s'appelle le coronographe, un appareil qui permet de masquer le Soleil et de voir ce qu'il y a autour. L'idée semble simple, il y a énormément de problèmes techniques, donc ce n'est pas si simple que ça. LIO l'a fait, et depuis, la couronne, en tout cas, est observée par ces coronographes. Et en particulier aujourd'hui, on en envoie dans l'espace. Là, on n'est même plus embêté par l'atmosphère. SOHO et le télescope spatial Hubble. Donc ça, c'était vraiment un coronographe. Et ça, il y avait un appareil dedans qui permettait d'agir comme un coronographe. Et là, je ne résiste pas, mais vraiment, à l'envie de vous montrer ça. Télescope spatial Hubble, il y en a une réplique à Washington, au Smithsonian Institute. L'Institut de Smith, bon, bref. Il y a un grand musée à Washington de l'astronautique, et il y a des répliques, et il y en a une de Hubble. Donc j'y étais, donc j'ai pris une photo. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est le saut tout à l'heure. Ça, c'est Hubble. Voilà. Donc ça va vraiment jusqu'en haut. Et les gens, ils ont cette taille-là. Je ne sais pas si on réalise en fait la taille de ce truc. Quand on voit les photos d'Hubble et tout, c'est monstrueux, hein. C'est ça qui est dans l'espace, qui était dans l'espace. Alors maintenant, il y en a encore plus grand, etc., qui est plus loin. Mais voilà, le télescope Hubble, c'est ça. Hein. L'astronomie spatiale, c'est envoyer ça. Alors des fois, on dit envoyer une machine à laver. Non, c'est pas envoyer une machine à laver, quoi. C'est envoyer un immeuble, hein, quasiment. Hein. Voilà. Et là, c'est vraiment le dernier transparent. Je m'arrête là. Là, c'est un peu l'anecdote, mais bon. Pierre Léna a écrit récemment un bouquin sur une expérience qui était Concorde 001. Donc eux, ils ont eu l'idée de suivre. Donc l'éclipse, ça ne dure pas longtemps parce que l'ombre passe. Ils se sont dit, si on reste sous l'ombre, hop, on a une éclipse qui dure quasiment 1 heure, quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils racontent là-dedans cette aventure d'équiper le Concorde de trous avec des hublots. Donc ça, déjà, il faut quand même convaincre les gens d'aller faire un trou. C'est pas juste avec sa perceuse et voilà. Mais il y a toute une histoire, une aventure technologique et scientifique autour de ça. Le but scientifique, c'était d'observer longuement ce qu'il y avait autour ici pour faire de la spectroscopie, comme tu indiquais, qui demande des temps longs. Et des choses qui sont difficiles à faire avec un coronographe, on peut le faire lors des éclipses. Et ce bouquin raconte ça. J'ai déjà dépassé, je m'arrête ici. Donc merci pour votre attention.